bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle émission de la chronique des barbaries. Première chronique des barbaries de cette année 2023 donc. Alors, cette chronique aujourd'hui est consacrée à l'escalade guerrière, particulièrement dangereuse, et je voudrais vraiment avoir un ton quand même très grave et très sérieux aujourd'hui, parce que la distraction des peuples, d'autre part, fait que cette escalade guerrière se déroule comme dans une atmosphère irréelle, comme si tout cela n'était pas vrai. Or, nous sommes bien engagés dans ce type d'escalade, une escalade mortifère et qui déjà tue beaucoup de gens, a beaucoup de conséquences extrêmement négatives, déplace des gens et toutes ces choses dramatiques, mais qui sont malheureusement qu'un avant-goût de ce qui pourrait advenir prochainement. Donc, rebonsoir. J'aurais envie de commencer comme à l'accoutumée, bien évidemment, par une maxime de Gaston Courtois qui cite Antoine Rodier. Songez à votre supérieur dans la guerre, à votre directeur dans la paix, ou seulement à votre aîné, à voir l'ancien, qui a omis un jour de vous traiter avec bienveillance. Votre dépit, votre colère, votre rancœur amère, votre souffrance. Dites-vous que les gens qui sont tout le temps sous des chefs ou des supérieurs la ressentent 100 fois par jour et qu'ils en rêvent la nuit. Songez d'ailleurs que tous ces gros nuages, on les dissipe d'un bon regard. Et vous ferez de tout votre cœur à tant d'êtres qui ont besoin d'elle, la divine charité de votre politesse. La politesse qui achève cette recommandation de vie en société, de civilité, de civilisation même. Cette politesse, aujourd'hui, on dit à peine bonjour aux gens. On ne serre plus la main. On dit salut, bonjour. Oui, il n'y a plus ce formalisme, ce respect qui se dégage. On dit ça va, mais au fond, on n'attend absolument rien en retour. On ne veut surtout pas qu'on vous réponde. C'est juste une formule de politesse, pour ainsi dire. Et nous avons ce genre de supérieur dans la guerre, qui aujourd'hui nous mène dans ce précipice, dans cette barbarie, dans le contraire justement de la civilisation. Alors avant de rentrer dans plus de détails, je dirais, aujourd'hui, je voudrais vous faire part de quelques annonces malgré tout, parce que la lutte continue, le combat continue, puisque dans le combat nous sommes engagés. Et donc pour vous annoncer en premier lieu la sortie de l'Impact 7.9, donc le 9e numéro édité par l'association Le Réfractaire, donc numéro du premier trimestre 2023, avec à l'intérieur un article de votre serviteur. La bonne nouvelle, puisqu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est la quatrième voie qui est possible et qui est que vous pourrez retrouver déjà son expression sur les émissions que nous avons faites, donc et sur le site impsisr.org, pour déjà la découvrir. Mais nous allons, et c'est la tâche, la nouvelle stratégie de impsisr désormais, c'est que nous allons creuser ce sillon, développer ce qu'est la quatrième voie, et essayer de la propager très largement, en France certes, mais également
à une échelle plus large internationale. Nous y reviendrons dans de multiples chroniques des barbaries. Et mercredi de l'espoir surtout, bien entendu. Et puis, autre action, donc là une action plutôt judiciaire, puisque l'association Recours Constitution dans laquelle je travaille également avec d'autres collègues, eh bien, je vous annonce, donc nous avons fait ce dépôt du recours auprès du Conseil d'État pour mettre en procès la République française en ce que le système des parrainages à l'élection présidentielle est illégal. C'est ce que nous faisons fort d'avoir démontré dans le mémoire en requête que nous avons déposé via ce recours au Conseil d'État, sous le numéro de dossier 46 99 58 que vous voyez ici affiché. Autre action, une action là plus en profondeur, là on est dans l'action concrète, puis là on a une action plus en profondeur qui est de réfléchir à ce que doit être et comment constituer une constitution pour l'avenir, parce qu'on pense que c'est la clé du changement de système, pour sortir du système capitaliste actuel et des autres systèmes progressistes d'ailleurs qui nous ont menés par le passé dans le mur, auquel nous butons aujourd'hui en définitive. C'est pas plus compliqué que ça en réalité la trajectoire. Eh bien, donner de la substance à un renouvellement constitutionnel, eh bien, il y a le site InPCCR, il y a la chaîne YouTube, pas InPCCR, du CRC, du Cercle du Renouvellement Constitutionnel. Donc vous avez l'URL là, vous la retrouvez évidemment sur le site et sur la page dédiée à l'émission d'aujourd'hui sur notre site internet inpccr.org avec des vidéos. Bon, là par exemple, l'émission Droit naturel et droit positif, la vision de Jean-Charles, parce que ce sont des questions extrêmement importantes à adresser lorsque l'on écrit et que l'on prétend écrire une constitution. Et puis, autre initiative, le cercle du renouvellement spirituel, puisque c'est aussi une dimension très importante d'un rebond civilisationnel. Il n'y a pas de rebond civilisationnel s'il n'y a pas de spiritualité. C'est toute l'impasse progressiste, justement, qui est uniquement orientée vers le matérialisme aujourd'hui, qui, en fait que aussi nous arrivons dans cette impasse, dans cette fin, dans cette transition que nous devons absolument mener. Donc là, nous avons d'autres émissions du Cercle de Renouvellement, dont là, par exemple, c'était l'émission sur un survol de l'histoire de la spiritualité. L'histoire, donc très rapide, je dirais, c'est vraiment un survol de comment la spiritualité, en fait, s'est développée au fil des temps, de la préhistoire à nos jours. Et donc, moi, je pense que vous y trouverez un intérêt. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de site internet, il n'y a que la chaîne YouTube que vous pourrez retrouver donc, sur YouTube, justement. Voilà. Alors, maintenant, nous allons aborder le sujet principal du jour. Sujet grave, dont je parle depuis déjà longtemps. Je me rappelle, en janvier dernier, j'annonçais cette guerre qui venait, qui était voulue par les USA en refusant, parce que c'était à cette époque-là où ils ont refusé le traité de paix, justement, qui essayait de proposer la Russie depuis quelques mois déjà, et qui se basait sur une neutralité, en définitive, de l'Ukraine, qui a été refusée, retoquée. On riait au nez même de la Russie à l'époque, parce qu'on voulait absolument la provoquer et la pousser à intervenir, ce qu'elle a fait. Et je dirais que c'était tout à fait attendu, quelque part. On ne pouvait pas faire tellement autre chose. Donc cette escalade guerrière, eh bien, je voudrais déjà dire une chose, c'est que là, vous avez certainement entendu parler de toutes les livraisons d'armes qui sont faites en direction de l'Ukraine. Elles ne font en définitive que faire durer, que faire amplifier la guerre. Si on veut la paix, on n'arme pas, hein, on prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais entre préparer la guerre, justement, c'est pour l'éviter. Mais quand vous êtes déjà en guerre, vous n'alimentez pas le foyer avec toujours plus de charbon.
pour qu'elle dure et que ça fasse encore plus de victimes. Et nous allons y revenir justement dans cette émission. Et c'est juste une évidence. Hein. Il n'y a pas à discuter sur cela. Plus il y a d'armes, plus évidemment, et qu'il y a le conflit qui est là, justement. Hein. Le conflit est en cours. Alimenter des armes dans un conflit en cours, c'est y participer, c'est être belligérant, co-belligérant. Alors que s'est-il passé? Il faut bien voir que la première armée ukrainienne a été détruite donc au printemps 2022. Bon, c'est l'époque où la Russie est intervenue et a, je dirais, sur différents fronts et a été protéger les populations du Donbass, du sud, en définitive, de la Crimée, les russophones, hein, les gens qui sont des frères, en définitive, entre les Ukrainiens, enfin, surtout les Ukrainiens du sud et de l'est, sont vraiment, c'est le même peuple, en définitive. Il faut savoir que la Russie a été fondée à Kiev. Donc, vous voyez, il y a au XVe siècle, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près à cette époque-là. Donc voilà, vous voyez, donc c'est les mêmes peuples, c'est des langues slaves, et ils sont effectivement très très proches. Pour au moins ces populations du sud et de l'est, et ils parlent tous quasiment russe et ukrainien. Donc la première armée a été détruite au printemps. La deuxième armée actuellement est en cours de destruction, puisqu'elle a été reconstituée justement avec toutes les livraisons d'armes qui ont eu lieu aujourd'hui et toutes les mobilisations dont les conditions sont particulièrement terribles. Allez sur Telegram. Si vous voulez avoir des informations, vraiment, allez sur les Telegram, allez sur des sites Telegram. Vous allez avoir plein de liens sur la page de cette émission. Allez voir la réalité de ce qui se passe. Il n'y a que sur Telegram où on le voit. Enfin, honnêtement, moi, je ne le vois pas ailleurs. Le réel, alors, c'est pas toujours sympa à voir, hein, je vous le préviens tout de suite. La guerre n'est pas belle à voir. Mais c'est la réalité, notamment de ces mobilisations. Ce qu'ils font, ils emmènent les gens de force à Kiev, à Odessa, un peu partout, en définitive. Et puis ceux qui ont fui, il y en a plein qui ont fui et qui sont à Paris, qui mangent dans les restaurants, des gens qui étaient mobilisables, mais ceux-là, ils se sont carapatés, je dirais, hein, ou qui sont à Courchevel, là. Il paraît qu'on en a vu un certain nombre d'oligarques ukrainiens au ski, justement. Et puis la troisième armée, c'est ce dont nous allons parler notamment aujourd'hui, elle est en cours de constitution, justement. Donc, voilà, jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'à quand ce bain de sang, ces destructions de l'Ukraine, pas de toutes les infrastructures, heureusement, nous allons le voir aussi, mais de certaines infrastructures tout à fait importantes de l'Ukraine, et puis de toutes ces habitations, de toutes ces villes qui se retrouvent au cœur des combats d'une violence extrême, puisque c'est l'artillerie. Hein. Ce sont des Verdun, en définitive, qui se passent aujourd'hui en Ukraine. Donc un bain de sang tout à fait considérable, dont nous n'avons pas les chiffres. Ce n'est pas un hasard. Alors, quel est l'agenda de ce soir? Comment allons-nous aborder ce sujet? Déjà, nous allons commencer par regarder une situation rapide sur le terrain, parce qu'il y a d'autres sites qui font ça très très bien. Donc je vous renvoie, mais on va faire un tour d'horizon rapide quand même de la situation sur le terrain. Et puis nous allons examiner quelle est la stratégie russe, tant d'un point de vue politique que militaire. Et nous allons d'ailleurs commencer plutôt par la stratégie militaire en l'occurrence. Et puis, nous allons voir en quoi justement cette stratégie mène l'hégémon des États-Unis d'Amérique et ses vassaux à renforcer, à aller dans une escalade toujours plus importante. Escalade qui nous amène à une pente dangereuse, qui est le point suivant, et extrêmement dangereuse. Il y a la pendule, là, aujourd'hui, là, les gens qui suivent, qui ont une pendule qui résume un peu l'histoire de l'humanité sur 24 heures, qui ont encore avancé la pendule de la fin du monde je crois que c'est de 10 secondes, donc nous ne sommes plus qu'à 90 secondes sur cette échelle de 24 heures, de la fin du monde, de l'apocalypse en définitive. Et puis, avant de terminer, nous verrons comment aussi
d'un autre côté, il y a une distraction des peuples qui sont complètement... pour qui c'est un côté irréel, cette guerre. C'est-à-dire, on en parle comme ça, mais c'est loin. Et puis, donc, on évoquera aussi cette question quand même, qui est quand même extrêmement étrange. C'est-à-dire, il y a une guerre en Europe, une guerre d'une extrême violence, jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, et à part des pions sur des cartes, on ne voit rien de la réalité de ce que c'est que cette guerre et de la gravité qu'elle est, dans laquelle elle nous plonge. La tragédie. Et puis au bout, malgré tout, pour finir sur une note d'espoir, au bout, il y a quand même un espoir, il y a quand même cet espoir de la quatrième voie, et nous allons l'illustrer justement par un exemple tout à fait intéressant, et qui montre que ce que je racontais à Noël, notamment Rêvons un peu, dans cette émission des Mercredis de l'Espoir, Rêvons un peu, ou dans la nouvelle stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait fait l'objet de la première émission des Mercredis de l'Espoir de cette année, eh bien ce n'est pas du tout, délirant, et c'est peut-être de cette façon-là finalement que nous réussirons à briser ce mur de l'isolement, ce mur du silence qui entoure notre initiative. Alors, en premier lieu, donc, commençons par quelle est la situation sur le terrain. Ben, sur le terrain, aujourd'hui, ce qui se passe depuis l'automne et cet hiver, c'est que chaque jour, un peu plus, l'armée russe avance, gagne du terrain, peu à peu, progressivement, mais en grignotant chaque jour un peu plus les positions, les fortifications des forces armées ukrainiennes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, depuis plusieurs semaines maintenant, depuis qu'il y a eu une réorientation stratégique, je dirais, de l'armée russe. Et c'est ça la situation, c'est bien ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quelques poussées de l'Ukraine avec un retrait notamment de Kherson dans le sud, et puis également l'offensive réussie du côté d'Izium, mais depuis ce moment-là, eh bien, l'armée russe grignote chaque jour un peu plus. Et nous allons voir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, quelle est la stratégie qui explique cette situation. Et c'est d'ailleurs les cas, par exemple, il y a eu la libération de Pavlovska c'était il y a un mois à peu près, et il y a eu la libération de Soledar également, là, dans les jours qui viennent de s'écouler. Donc chaque jour, un petit peu, progression très lente, très méthodique, je dirais, très sûre, quelque part, de l'armée russe. Comme tel un peu un rouleau compresseur qui roule tout doucement. Et c'est le cas typique, c'est Artemovsk, ou Bakhmut en ukrainien, qui est surnommé, vous ne le savez sans doute pas si vous ne suivez pas justement ce qui se dit sur les chaînes Telegram et sur les gens qui suivent ça de près, comme Jacques Beau ou Castelnau ou des gens comme ça, ou éventuellement sur TV Liberté parfois, mais bon, ils sont un peu un devoir de retenue quand même. C'est surnommé le hachoir à viande. Voilà comment ça s'appelle. Voilà comment c'est nommé. Ces batailles, tant à Soledar, mais encore plus à Artemovsk, Bakhmut, c'est le hachoir à viande, c'est-à-dire progresse très lentement, mais on écrase. Et pendant ce temps-là, Zelensky continue de mobiliser et d'envoyer des troupes à l'abattoir. On ne peut pas appeler ça autrement. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'on ne vous parle pas des scènes, des pertes. On ne vous montre pas tous les cimetières. Et encore, quand on parle des cimetières, souvent il n'y a pas de cimetière. Moi j'ai vu un camion où est-ce qu'il déchargeait les corps qui étaient dans une benne, il les déchargeait à la pelleteuse. Des corps d'êtres humains et même d'animaux qui étaient mélangés. Voilà la réalité de ce qui se passe là-bas.
C'est une horreur. Ce type, Zelensky, il massacre son peuple. On parlait de Bachar al-Assad qui massacrait son peuple, mais là, il les envoie comme ça. Sans aucun espoir, aucune formation. Voilà la réalité de cet entêtement, de cette bêtise. Enfin. Ah, alors je vois qu'on a un problème de... Alors, nous allons continuer, si vous le voulez bien. Ah. Visiblement, on a quelques soucis de connexion. Alors, que se passe-t-il? C'est un peu long. Voilà. Je vais poursuivre malgré tout. Il y aura des passages peut-être qui seront un petit peu plus délicats. Alors, et d'ailleurs, à ce sujet, il y a là le service fédéral de renseignement allemand, le BND, donc les services plus ou moins secrets, les services de renseignement de l'Allemagne, qui ont fait une communication auprès du Parlement allemand, et qui disait, alors c'est vraiment dommage parce que là on a des coupures, je vois qu'on a des coupures, donc je vous inviterai à revoir cette émission en différé, où on va republier, d'aller voir sur le site de 1P6R, parce que c'est là où on a la meilleure qualité, puisque c'est pas en direct, là actuellement c'est en direct, mais ça sera en différé et enregistré, et proprement enregistré, puisque c'est en local. Je vous prie de m'excuser pour cette connexion un peu défectueuse. Alors, je reviens à mon propos. Le service fédéral de renseignement allemand, le BND, qui dit, cité par la presse, par le Spiegel, je crois, les Ukrainiens subissent maintenant d'énormes pertes sur le front près de Bakhmout. Le BND parlait d'un nombre à 3 chiffres de décès par jour. Et selon l'analyste, si Bakhmout tombe, cela affecterait toute la ligne de défense ukrainienne. Un chiffre à 3 chiffres, c'est-à-dire plusieurs centaines de personnes mortes par jour dans les rangs de l'armée ukrainienne. Vous ne pouvez pas tenir. Enfin, déjà d'un point de vue humain, c'est énorme comme perte. Hein. C'est des pertes du niveau de la Première Guerre mondiale. Vraiment des combats les plus intenses. De la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et nous avons avec des chiffres de morts qui sont de cet ordre de grandeur, puisque à 3 chiffres, vous êtes à plusieurs centaines de morts par jour. Par jour. Donc l'armée russe, pour revenir à la situation stratégique, l'armée russe avance chaque jour un peu plus, lentement, mais sûrement. Pour une première raison, c'est qu'ils cherchent, eux, à minimiser leurs pertes. Ils ont eu certainement des pertes qu'on ne connaît pas non plus, d'ailleurs. Hein. L'armée russe communique assez peu sur ses pertes. Elle communique de temps en temps, mais assez peu sur ses pertes. Mais ils cherchent, en tout cas, depuis la première phase, en tout cas, après la première phase, à minimiser leurs pertes et donc à avancer, justement, lentement, mais très sûrement, en ayant, en fait, assommer complètement l'adversaire avant de progresser par l'infanterie ou par les chars. Voilà donc la méthodologie en fait employée. Lentement, avec minimisation des pertes en termes de procédure, mais pas que. C'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à avoir une bonne connexion, pourtant normalement elle devrait être stable cette connexion. Enfin, je poursuis. Alors, escalade guerrière, pourquoi? Quelle est donc la stratégie militaire russe? Cette stratégie, en fait, c'est ce que je décris là, c'est une guerre d'attrition, c'est-à-dire de démolition progressive. On démolit, on broie en définitive l'adversaire sous des charges et des bombardements de l'artillerie.
définitive. C'est Verdun, hein, tout le monde connaît Verdun. Eh bien voilà la méthodologie en définitive. Et donc avec un affaiblissement d'une part du potentiel militaire global, c'est-à-dire tant du point de vue des armes, avec la destruction des armes et des combattants, donc un affaiblissement militaire direct, je dirais, et également indirect par les infrastructures électriques, les infrastructures notamment de transport et de reconstitution justement de ce potentiel militaire, puisque l'électricité, évidemment, elle est utilisée dans tout, et particulièrement, évidemment, dans le domaine militaire, bien sûr. Bon, là, le signal vidéo, c'est une catastrophe. Hein, vraiment, je vais continuer en l'ignorant désormais, et je vous inviterai à regarder l'émission plus tard, qui sera repostée sous forme YouTube. Et puis, c'est aussi une stratégie de retenue. Il y a toujours, depuis le début, l'armée russe a toujours été dans la retenue, justement, de ne pas détruire tout, de détruire justement que les infrastructures essentielles, que les points militaires. Je fais remarquer, par exemple, ça a été très net, puisque ces destructions d'infrastructures électriques, par exemple, n'est intervenu qu'assez tardivement. Ils auraient pu commencer par là, enfin, vous voyez, dès le début, il y a un an presque. Non. Et même encore aujourd'hui, les ponts sur le Dniepr, qui sera un moyen de couper les approvisionnements de la ligne de front, des armes notamment qui viennent de Pologne, eh bien, ces ponts sur le Dniepr, ils sont quasiment tous intacts. Ils n'ont pas été détruits. Ils pourraient être détruits sans doute. Donc il y a toujours cette retenue, il n'y a pas une volonté de détruire le pays, en définitive. Il y a toujours cette retenue. Mais attrition du potentiel militaire. C'est ça qui est visé. Et puis, un autre élément de la stratégie, c'est la montée en niveau, la montée en puissance, la montée en qualité et en quantité militaire. Donc d'un point de vue interne, donc tant dans les pratiques, qui évoluent au fur et à mesure des combats, et également dans les matériels, puisqu'il y a des matériels qui s'adaptent, qui sont modernisés, enfin il y a plein de choses qui interviennent, et qui, justement, en interne, font qu'ils améliorent à la fois la façon de se servir des matériels et les matériels en eux-mêmes, drones, etc., etc. Et monter en compétences également du point de vue externe, c'est-à-dire que ce qu'ils recherchent également, je pense, c'est une connaissance de plus en plus précise, justement, et c'est aussi ce qui explique le fait de ne pas vouloir tout ratiboiser, c'est de faire amener des armes, justement, pour avoir une connaissance des armes de l'ennemi, une connaissance pratique des armes de l'ennemi. Ça, c'est une montée en compétences externe. Et je pense que ça fait partie de la stratégie militaire russe. En définitive, cette stratégie militaire, elle est résumée par les déclarations de Prigozhin, qui est le chef, enfin le patron, on va dire, de la milice Wagner, milice russe Wagner. Il a fait la déclaration suivante il y a quelques jours. La tâche de prendre Bakhmout est de détruire l'armée ukrainienne dans les environs de la ville et d'empêcher toute action offensive dans n'importe quelle direction du front. Toutes les unités prêtes au combat des forces armées ukrainiennes sont envoyées à Bakhmout. Et Wagner les détruit, ouvrant des opportunités opérationnelles dans d'autres domaines. Tout est dit, ce que je viens d'énoncer là, vous voyez, c'est complètement en ligne avec ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, il y a eu quelques petites tentatives, quelques petites poussées récentes du côté de Zaporijé, qui sont tout à fait en cohérence avec cela, avec des contre-attaques, enfin des attaques russes dans ce secteur, ou dans le secteur d'ailleurs de Marinka, ou plus près de Donetsk, parce que Donetsk est bombardé tous les jours par les Césars français et
et les HIMARS américains, où ils tirent là, absolument du coup là, sur les infrastructures civiles sans aucun but militaire, simplement pour semer la terreur. Donc voilà l'idée, si vous voulez. Hein. L'idée, elle est tout à fait là. C'est vraiment une attrition, une fixation, en définitive, des forces armées ukrainiennes à cet endroit-là. Mais tout cela n'a de sens, parce que la guerre n'est jamais que la continuation de la politique par un autre moyen. Ça ne prend de sens qu'au travers de ce qu'elle est la stratégie politique russe. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette stratégie militaire? N'en est qu'une manifestation, une expression, hein, qui a sa propre logique, mais qui est aussi pilotée, gouvernée par la politique. Et quel était donc la situation? Quelle est la situation? La situation, elle est parfaitement connue par les politiciens russes. Ils savent qu'ils sont dans une situation de Troisième Guerre mondiale. On est là-dedans, puisqu'on est dans un affrontement entre un bloc, d'une part, le bloc impérialiste capitaliste, je dirais, grand capitaliste, gouverné, piloté par l'hégémon des USA, et de l'autre côté, un ensemble de puissances montantes, et qui disent non, on ne veut plus se laisser dominer par un seul pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, notamment au travers du dollar. Hein. L'instrument du dollar est particulièrement important. Et donc, cette situation, c'est un changement fondamental d'un monde unipolaire, piloté, gouverné par les États-Unis d'Amérique, dans un monde multipolaire, avec des pôles différents, les BRICS, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Argentine, peut-être en Afrique également, au Moyen-Orient. Et il y a beaucoup de pôles qui peuvent se mettre en place, les pays arabes, voilà, notamment. Voilà tous ces pôles qui peuvent émerger. Et c'est cela qui est en train de se jouer. Donc on est très clairement dans la fin d'une hégémonie, c'est comme les guerres de colonisation, c'est toujours ces guerres de colonisation. Là, c'est la question du néocolonialisme qui est en jeu, avec les ressources énergétiques notamment, qui sont mises à disposition à vil prix, ou les matières premières d'une manière plus générale, qui ont été épuisées au XIXe siècle dans les pays européens. Hein. C'est en ce sens que quand on parle de Malthus et qu'on se moque le malthusianisme, non, le Malthus ne disait pas de bêtises. La seule chose, c'est que l'Angleterre, par exemple, il a fallu qu'elle, après avoir épuisé ses propres mines de charbon et ses propres minerais, elle a été obligée de coloniser et d'aller exploiter les matières premières et les ressources énergétiques sur le reste de la planète. C'est ce qui explique en grande partie aussi la colonisation. Je ferme cette parenthèse. Voilà, c'est tout ce monde. Donc, avec un commerce inéquitable, évidemment. Donc, voilà donc la situation dans laquelle nous sommes. Donc, la situation, on est dans une situation de Troisième Guerre mondiale. Donc, Troisième Guerre mondiale, c'est extrêmement lourd. Hein, c'est extrêmement lourd. Hein, parce qu'à chaque fois que nous avons une guerre mondiale, vous multipliez à peu près par 10 le nombre de morts. Il y a à peu près 6 millions de morts à la Première Guerre mondiale. De tête, hein, c'est des ordres de grandeur. 60 millions pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que pour la troisième, si elle se déclenchait, ça serait au minimum 600 millions. Toute l'humanité, parce qu'on a tellement de moyens, d'outils maintenant démultipliés en termes de puissance que c'est même plutôt la fin du monde qui serait à l'ordre du jour. Donc voilà la situation, voilà la toile de fond. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc la Russie, à partir de là, et c'est en cohérence avec cette stratégie militaire, ils essayent d'éviter de retarder l'escalade. Peut-être qu'ils ne se font pas d'illusions sur le fait qu'elle va venir, mais ils essayent de l'éviter, de la retarder, parce qu'en l'évitant, en la retardant, peut-être que ça empêchera qu'elle aille jusqu'au bout de son déroulement cataclysmique. Donc, la stratégie politique, c'est de mener une guerre d'usure. Guerre qui dure. Donc, par exemple, il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir une offensive, peut-être qu'il y aura des petites offensives russes. Je ne crois absolument pas à une grande offensive. Moi, personnellement, je n'y crois pas. D'ailleurs, les forces mobilisées ne sont pas suffisantes pour faire ça, en termes de nombre de mobilisés. Donc, en définitive, ce qu'ils souhaitent, c'est garder les forces et en fait renforcer les forces. C'est-à-dire, tant d'un point de vue militaire, mais également d'un point de vue économique.
Donc garder, économiser ses forces parce que c'est une guerre qui va durer, qui, si ils veulent éviter justement une escalade qui serait destructrice pour l'Europe et pour la Russie aussi, hein, à minima, je dis bien, eh bien il faut essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Plus elle durera, moins elle aura de chances de monter aux extrêmes. Donc garder des forces et les renforcer. Et ça veut dire notamment, au niveau international, de travailler à mettre en place des réseaux alternatifs. Réseaux alternatifs d'échange, réseaux alternatifs militaires, politiques, commerciaux, économiques. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. Mais du coup, par ricochet, je dirais, pas simplement pour la Russie, mais également pour la Chine, pour l'Inde, et même pour les pays arabes et les pays du Golfe en particulier. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Le blocage des avoirs russes n'y est pas pour rien non plus. En définitive, ce qu'ils pensent, c'est que le temps travaille pour la Russie également. Et donc, ça, je pense que c'est ça aussi qu'ils ont en tête, c'est-à-dire que ce bloc occidental, peut-être, ce impérialiste, capitaliste, peut-être qu'il va finir par se fissurer, il va finir par avoir des conséquences économiques très importantes, notamment le retour de l'inflation ou d'autres de conséquences plus directement mortifères, qui vont inciter à se dire est-ce qu'on continue de suivre les USA ou pas. À ce titre, par exemple, un des points de fragilité, c'est évidemment l'Ukraine en elle-même, qui est un pays corrompu depuis son origine, depuis l'éclatement de l'URSS. Eux, ils ne sont jamais sortis de l'ère Helsinki, en définitive, quelque part. À part quelques petits moments, mais avec des accalmies. Mais en définitive, ils sont restés dans l'ère Helsinki. Ils n'ont pas eu un Poutine qui a redressé le pays à un moment donné. C'est ça, l'Ukraine. C'est donc un pays ultra corrompu. Avec justement cette semaine, et la démission de très hauts placés, des vice-ministres, des dirigeants de région, pour corruption. Une faute d'orthographe à dirigeant, il aurait dû y avoir un S là. Et également la démission d'Arestovitch, quelqu'un de très proche de Zelensky. Très proche, parce que, pourquoi est-ce qu'il a été poussé à la démission? Parce qu'il y a eu cette histoire d'un immeuble qui a été touché par un missile russe à Dniepropetrovsk, et donc avec beaucoup de décès, hein, parce que justement c'est rare qu'ils tapent plutôt les infrastructures militaires, comme je disais, et là il y a eu un missile qui est tombé sur un immeuble d'habitation avec des gens dedans, et donc il y a eu beaucoup de morts évidemment, mais Arestovitch a dit non, c'est pas parce que il visait ça, l'armée russe, c'est parce qu'en fait c'est la défense aérienne ukrainienne qui a dégommé le missile, mais comme ils sont mal installés, eh bien les débris sont tombés sur des immeubles. Et il a explosé, un des débris a explosé. Et d'ailleurs, donc il l'a dit sur son compte. Donc c'était très proche de Zelensky, donc ça faisait des ordres, si vous voulez. Et ce qui atteste de ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, si vous prenez un plan large sur ce qui s'est passé, en fait, vous avez, juste après l'impact, en fait, il y a deux explosions, il y a deux endroits qui sont espacés à peu près d'une centaine de mètres, à vue d'œil, quoi, avec des incendies, si vous voulez. Alors que si vous avez, et séparé par un immeuble même. Donc, ça veut dire que le missile a dû être disloqué, avec une partie qui est tombée à un endroit et une autre partie qui a frappé l'immeuble. Et donc, voilà ce que dit Arestovitch. Et donc, du coup, Zelensky a dit attends, qu'est-ce que tu dis là, tu dis des choses contre notre camp. Donc, il a été poussé à la démission. C'est pas pour lui, c'est pas pour corruption. Mais en réalité, ceux qui ont poussé à ces démissions de corrompus, c'est le NABU. En fait, le NABU, c'est une émanation, en définitive, des USA, infiltrée par les USA. Et en fait, c'est le signe, en définitive, d'une reprise en main d'une partie de la direction de l'État ukrainien par les USA, avec une concentration plus importante encore des pouvoirs au sein, entre les mains en fait de Zelensky, qui est leur marionnette. Mais l'effet indirect de ça, évidemment, c'est une décrédibilisation du pouvoir ukrainien. Autant, je dirais,
à l'international qu'en interne. Par la corruption, d'une part, que les Ukrainiens connaissent, mais également le fait de concentrer les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, au final, ça décrédibilise forcément à moyen terme ce pouvoir. Et puis il y a d'autres points de faiblesse. Ça, c'est le point de faiblesse, je dirais, en Ukraine, mais il y a également, on le voit, les réticences allemandes depuis le début à monter dans cette escalade, quand même, parce qu'eux, ils ont compris, à la différence de nos imbéciles français, de notre imbécile en l'occurrence, que s'il y avait une escalade sérieuse, eux, ils seraient en première ligne pour se prendre des armes nucléaires sur le nez, quoi. Donc ils n'ont pas envie de ça, donc ils sont quand même assez réticents. Et puis il y a aussi le temps de travail aussi, donc ces crises risquent de se déployer, et des crises multiples également en Europe qui peuvent... bon, déjà il y a des tiraillements entre la Hongrie et le reste de l'Europe notamment, mais pas que. Peut-être qu'il y aura la Grèce. Il y a également tous ces pays du bloc qui rêvent autour de la Pologne de constituer une grande Pologne qui irait de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Et le rêve polonais, c'est ça. Et donc, nous allons en reparler tout à l'heure, mais c'est aussi un facteur très déstabilisant. Il y a eu la Pologne, par exemple, qui a réclamé très récemment, là, dans les semaines écoulées, des réparations de guerre pour la Deuxième Guerre mondiale à l'Allemagne. Vous voyez ? Donc y a ça qui est en train de se passer aussi actuellement. Hein. On est en train de rebattre un peu toutes les cartes. Et puis, ce qui montre aussi que la lutte contre la corruption a ses limites, puisque on a appris récemment, mais en fait, c'est depuis un moment, visiblement, les parents de Zelensky sont devenus propriétaires depuis le 19 mai 2022 d'une villa en Israël de 950 mètres carrés. Excusez du peu, gardée par les SAS britanniques. Ça, c'est vraiment les services, les pires œuvres en Syrie notamment, c'est les pires personnes. Enfin, les Britanniques, ils ont vraiment des drôles de gens. Et voilà le type, voilà la résidence donc des Zelensky en Israël, dans une zone protégée, gardée. Et voici les véhicules qu'ils ont. Donc, ce que je vous annonce, vous avez payé ça avec vos impôts, avec toutes les subventions, tout l'argent qui a été envoyé en Ukraine. Eh bien voilà à quoi il sert. Bienvenue dans le monde réel. Et puis dernière chose, parce que Arestevich, là, du coup, comme il a été viré, eh bien, il se lâche. Là, vous aurez des liens également sur la page internet de cette émission. Vous verrez qu'il déballe pas mal de choses. D'ailleurs, je pense que je sais pas s'il va vivre très longtemps, ce gars, parce qu'à mon avis, il va se suicider assez rapidement, à mon avis. Et il a notamment déclaré dans ses déclarations récentes, il a dit, il est peu probable que Kiev batte la Russie. C'est une évidence depuis le début. C'est pour ça que cette guerre n'a aucun sens. Pour les Ukrainiens, cette guerre n'a aucun sens. Ils peuvent qu'ils perdent. Ils ne peuvent qu'ils perdent. Vous avez un gars très costaud à côté, vous avez plutôt intérêt à être bien avec lui, ou au moins être dans un rapport de neutralité. Ils n'ont rien à gagner, rien. Sauf les corrompus, justement, qui, eux, vont tirer leur profit de prébendes et de moyens de corruption, justement. Par les terres agricoles, etc., les trafics de toutes sortes, les mafias de toutes sortes. Donc, face à cette situation, où la Russie, donc, reprend du poil de la bête et est en train, en définitive, lentement mais sûrement de gagner la guerre, et de la gagner à son rythme, d'imposer son rythme en définitive, l'hégémon américain s'aperçoit que ça ne peut pas durer comme ça. Donc ils viennent de faire cette réorganisation de l'État, un petit coup de balai là, à la tête de l'État ukrainien, mais il faut qu'ils disent, là ils sont en train de détruire la deuxième armée qu'on a constituée, il faut constituer une troisième armée, il faut faire quelque chose. Hein. Et donc,
ça les pousse à aller vers l'escalade. C'est d'où vous entendez parler de ces chars, etc., qu'il faut absolument livrer, et avec les vassaux européens qui sont en train de courir derrière ou devant leur maître pour dire « Ah, moi, je suis le meilleur, vous allez voir. » Il n'y a que l'Allemagne qui se faisait un petit peu désirer, hein, justement. Parce qu'il faut justement, l'objectif, clairement avoué, nous allons le voir, hein, j'ai écrit ça avant que je connaisse la déclaration, vous allez voir la déclaration de Biden tout à l'heure, il cherche à construire une troisième armée pour opérer, faire une offensive de l'armée ukrainienne au printemps, enfin des forces armées ukrainiennes au printemps. Voilà l'objectif, en définitive, de ça, de ce qui se passe aujourd'hui, avec notamment la visite de Lloyd Austin, donc le chef du Pentagone, dans une base allemande, enfin d'une base américaine en Allemagne. Hein. L'Allemagne est toujours occupée par les USA, avec des dizaines de milliers de militaires américains. Hein. C'est pas une petite base de rigolo. Hein. Non, c'est pas les bases françaises où il y avait 100 ou 200 militaires. Non, là, c'est plusieurs dizaines de milliers de militaires américains qui sont en Allemagne. Hein. Et au Japon, d'ailleurs, aussi. Hein. J'ai pas pu, il y a beaucoup, vous allez voir, c'est très copieux cette émission, mais il y a donc un soutien apporté. Il a donc convoqué tous ces vassaux dans cette base américaine, en Allemagne, où il a déclaré « Le soutien à l'Ukraine se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra ». Voilà. Donc, c'est pour aussi envoyer un message à la Russie, c'est-à-dire vous faites une guerre d'attrition, une guerre de durée, mais nous aussi, on est prêts à faire cette guerre, et on va faire une troisième armée, et on va faire une offensive au printemps. Et à ce propos, eh bien, justement, tous les vassaux, eh bien, ils courent. Et le bras armé en Europe, notamment l'OTAN et l'UE, eh bien, l'Union européenne et l'OTAN, ils promettent d'accentuer leur soutien à la défense de l'Ukraine, comme ils l'appellent. Ils ont promis mardi de fournir, donc ça c'était déjà il y a une semaine, de fournir tous les moyens militaires nécessaires pour défendre leur patrie, etc. Donc ça c'est les mots de l'Express. Aujourd'hui même, la ministre écologiste des Affaires étrangères allemande, donc c'est pas n'importe qui normalement, hein, cette gamine qui est certainement une agent américaine, comme le sont la plupart des écologistes politiques, hein, je ne parle pas des écologistes sincères, et elle a déclaré aujourd'hui « Nous menons une guerre contre la Russie ». C'est la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne qui dit ça. Vous retrouverez également le lien sur Telegram, de nouveau. Hein. Bon, il n'y a pas que sur Telegram, j'ai vu ailleurs aussi. Mais notamment sur Telegram, de cette ministre. Et puis, et c'est ça, c'est sans doute, je pense, pour moi, ce qui m'inquiète réellement le plus là-dedans, outre les Américains et les Anglais, mais là, ils y sont, les Anglais, c'est ce qui s'est passé, la déclaration qui a été faite à Tallinn, dans un des pays baltes, là, qui est une véritable déclaration de guerre, où en fait il y a eu une réunion des ministres des armées de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, du Danemark, de la Slovaquie, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, qui disent, pour la victoire en 2023, en unissant nos forces, nous apportons une augmentation spectaculaire du soutien militaire mondial. Un nouveau niveau de puissance de combat sera atteint par une combinaison de chars avec défense aérienne et défense antimissiles, opérant avec des groupes d'artillerie ainsi que par des bombardements de haute précision. Voilà une partie, un extrait de cette déclaration, qui est une véritable déclaration de guerre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, cette émission est très grave. Pour moi, elle est tragique, parce que nous allons vraiment dans une
dans un mur, dans une tragédie très importante. Ces gens nous amènent dans le mur. Cette escalade guerrière, eh bien, elle se matérialise avec, notamment, mais là c'est vraiment que quelques exemples que je donne, par l'Estonie qui va donner tous ses obusiers de 155 mm pour créer un précédent. Il veut créer, vraiment, il y a une volonté de dépassement, de belliqueuse tout à fait importante. Les USA vont fournir 31 chars Abrams. Ça a été annoncé aujourd'hui. L'Allemagne conditionnait sa fourniture de chars. Donc ils vont fournir 2 régiments de chars, les Panzer Léopard 2, là. Donc Scholz a fait un discours aujourd'hui même pour dire, bah, du coup, nous aussi, on va envoyer 2 régiments de chars en Ukraine. J'ai pris cette photo pour bien rappeler que Scholz, c'est quelqu'un du SPD, du Parti socialiste allemand. Il faut bien se rendre compte que c'est toujours, dans les guerres, enfin toujours, il y a toujours une participation des socialistes. Hein, ça, quasiment partout dans le monde. En France, par exemple, prenez la guerre d'Algérie, ça a été déclenché par les socialistes. C'est pas du tout un hasard si c'est ce type-là et si c'est pas une Merkel et s'ils ont attendu que Merkel soit plus là, justement. Peut-être qu'elle aurait fait la même chose, je ne sais pas. Parce qu'elle a fait des coups tordus aussi. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait été aussi docile quand même pour, et va en guerre que tous ces gens. Je pense qu'elle avait le poids et la carrure pour pouvoir imposer autre chose. Et puis les autres pays européens qui fournissent 120 tanks T-72, des tanks soviétiques. Et puis les Pays-Bas font partie de l'alliance qu'on voyait tout à l'heure, de la déclaration des ministres des armées, qui envisagent la possibilité déjà de monter encore d'un autre cran avec la fourniture d'avions de combat F-16 à l'armée, aux forces armées ukrainiennes. Voilà la situation, voilà où ces gens montent dans l'escalade. Donc c'est vraiment une pente dangereuse. Une pente dangereuse et qui nous emmène fatalement justement vers potentiellement l'abîme. Et l'escalade, elle est avant tout, et on peut la retracer, celle de Biden également. On peut supposer qu'avec Trump, ça ne se serait peut-être pas passé de la même façon. D'ailleurs, qui est à rebours de l'avis de ces militaires, qui eux sont beaucoup plus réservés, hein, comme il l'était d'ailleurs en Afghanistan. Dans beaucoup de conflits, on le remarque en définitive, c'est assez paradoxal, mais c'est ainsi, parce que c'est eux qui vont au fond subir les conséquences des décisions politiques, qui déjà en 2021, ont refusé tous les accords de paix, et les accords justement, pour pas qu'il y ait la guerre au centre de l'Europe. Ils ont commencé par rejeter tous les accords proposés par la Russie, de septembre, on peut dire, et même encore un peu avant, jusqu'à décembre, janvier 2022. Et puis après, donc, poussant la Russie à déclencher son opération spéciale, ils ont commencé par livrer des armes, soi-disant défensives, puis des HIMARS, donc des armes de précision plus destructives et surtout plus précises, mais limitées en rayon d'action. 80 km, quand même, c'est déjà pas mal. Et puis, à plus longue portée, là, c'est ce qu'ils vont lancer. Et puis maintenant, des tanks, des chars. Et puis bientôt, des avions, sans doute. Vous voyez, les Pays-Bas, ils pensent déjà. Et on est dans l'escalade. Voilà, c'est l'escalade, ça. Voilà les principales étapes. Donc, c'est une situation extrêmement dangereuse. Très dangereuse. Parce que là, de qui il s'agit, en définitive, parce que avec qui combat la Russie, en définitive, c'est le bloc occidental capitaliste mené par les USA, c'est-à-dire c'est les 2 plus grosses puissances nucléaires qui sont engagées dans un conflit. C'est une situation par principe, par définition, extrêmement dangereuse.
Et qui plus est, une guerre qu'aucun des deux ne peut se permettre de perdre. C'est pas comme en Syrie ou en Afghanistan ou je ne sais où en Afrique ou ailleurs. Là, c'est une guerre pour l'hégémonie. C'est la Troisième Guerre mondiale. C'est la domination sur le monde qui est en question. Donc là, c'est d'une part pour les USA et pour la Russie, c'est l'existence même de la Russie qui est en cause. Puisque le but des USA, c'est de créer des révolutions de couleur dans la Russie, de déstabiliser la Russie pour que la Russie soit démembrée, soit découpée en morceaux. Comme ça s'est fait pour l'URSS, ça s'est fait de soi-même pour l'URSS. Mais là, c'est le but qui est derrière, en fait, c'est cette offensive. Voilà. Donc, aucun des deux ne peut le perdre, ne peut se permettre de perdre la guerre. Et d'ailleurs, il a déclaré aujourd'hui, Biden, la chose suivante, en conférence de presse, que le collectif Occident donc, transférera des centaines de véhicules blindés, y compris des chars, à l'Ukraine dans les semaines à venir. Les équipages y sont déjà préparés. Les États-Unis comptent renforcer les opérations offensives de la Fédération de Russie en Ukraine dans les semaines à venir. Les forces armées ukrainiennes se préparent à une contre-offensive. Les Alliés continueront à former l'armée ukrainienne. Voilà ce qu'il vient de déclarer aujourd'hui même. Il est temps que les Européens se réveillent, que les Américains se réveillent, c'est-à-dire dans quoi nous emmènent ces fous. Et pourtant, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit malgré tout que celui qui a le moins à perdre, malgré tout, dans cette escalade, ce sont les USA. Puisque qu'est-ce qu'ils perdraient ? Ils perdraient juste leur hégémonie. Hein. C'est ça qui est en jeu, en premier. Monde unipolaire ou monde multipolaire. Que pour la Russie, c'est juste l'existence même de la Russie. Donc là, vous n'existez plus, quoi. Donc, perdre l'hégémonie, c'est notamment perdre la domination au travers du dollar, du pétrodollar, ce qui fait que ça leur permet de vivre sur le dos du reste du monde en pouvant émettre de la dette et en payant en dollars, et les autres, comme tous les échanges, beaucoup des échanges se font en dollars, eh bien ça devient la monnaie de référence. Donc vous avez un privilège exorbitant d'avoir cette monnaie que vous pouvez imprimer comme vous voulez. C'est-à-dire que vous imprimez du papier, même pas d'ailleurs, ils mettent juste des chiffres dans un ordinateur maintenant, puis vous achetez des biens, des matières premières, de l'énergie, etc., etc. Vous vous rendez compte ? C'est formidable ça, vous fabriquez vous-même vos billets, puis vous vendez ça. C'est un privilège absolument exorbitant. C'est une situation qui peut pas durer, qui est inacceptable. Les USA ne peuvent pas gagner. Parce que face à ce privilège exorbitant qui a déjà assez duré comme ça, eh bien, les puissances et le reste du monde ne peut pas éternellement accepter cette domination. Donc ils perdraient leur hégémonie. Perdre son hégémonie, c'est pas agréable, certes, mais ça ne vous détruit pas complètement. Enfin, ça vous change quand même beaucoup de choses, faut pas croire. Mais si on a affaire à des acteurs rationnels, dans cette escalade, c'est eux qui devraient lâcher les premiers. Les Russes, de toute façon, ils vont être détruits. Si c'est ça, c'est la destruction de la Russie. Donc, ils ne lâcheront pas. Si votre vie est en jeu, foutu pour foutu, vous allez jusqu'au bout. Or que les autres, dans le pire des cas, ils perdent leur hégémonie, c'est pas agréable, c'est comme la décolonisation pour la France ou l'Inde, qui a pris son autonomie par rapport à la Grande-Bretagne. Donc voilà. Donc, si on a des acteurs rationnels en place, ils devraient lâcher en premier les USA. Mais le problème, c'est que sont-ils rationnels ? On voit bien, Biden est déjà à moitié fou. Est-ce qu'un type comme Macron est bien net ? Et puis, comme je montre dans cette émission du 24 septembre 2021, donc bien avant ces événements, le nihilisme et ses conséquences potentiellement catastrophiques. C'est-à-dire que ces gens, ils sont sûrs de leur fait, ils croient qu'il n'y a pas de quatrième voie. C'est là que toute la quatrième voie, c'est vachement important. C'est pas du tout un
un truc de Luc Laforêt, comme ça, une lubie. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent, comme le fascisme et le communisme ont échoué, ils sont les seuls, ils détiennent la vérité. La vérité, c'est l'économie de marché qui s'applique tout le temps partout, la mondialisation qui doit s'appliquer partout. Pour eux, ils ont gagné au point de vue idéologique, eux, c'est indépassable. Ils sont sûrs d'avoir raison. Vous voyez? C'est très important. Et donc, à partir de là, et puis ils préfèrent, à la limite, ils sentent bien que ce qu'ils racontent là est faux, parce qu'ils voient bien que leur société est en train de se déliter, malgré tout. Hein. Quand vous avez, je ne sais, 30 ou 50% d'obèses dans votre pays, vous voyez bien que votre pays n'est pas en bonne santé, par exemple. Hein, pour prendre juste cet exemple-là, pour les USA. Eh bien, ils sont nihilistes. C'est ce qui a été montré dans cette vidéo à laquelle je vous renvoie du 24 septembre 2021. Et donc, s'ils ne sont pas rationnels, là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux parce qu'un type comme Nixon, qui était quelqu'un de particulièrement détestable par ailleurs, mais au moins, c'était un acteur rationnel. Et c'est quelqu'un qui a pris la décision de mettre fin aux accords de Bretton Woods, c'est-à-dire de l'alignement du dollar sur la valeur de l'or, la convertibilité 1 pour 1, on pourrait dire, hein, pour pas aller rapidement, de l'or et du dollar, et de l'aligner sur le pétrole, et également de mettre fin à la guerre du Vietnam, en 1971. Je dis bien en 1971. Nixon savait, enfin les dirigeants américains à l'époque, savaient, dès 1971-72, que la guerre du Vietnam était perdue. Pourtant, elle ne s'est achevée qu'en 1975. Mais ils le savaient déjà que c'était foutu. Donc ils ont continué, ils ont fait des trucs assez horribles d'ailleurs dans l'intervalle, hein, mais ils savaient déjà que c'était perdu. Le cynisme là, il peut aller très loin. Pour autant, ils étaient rationnels. Le problème, c'est que là, je ne suis pas du tout certain que nous avons affaire à des acteurs rationnels. C'est ce qui est d'autant plus dangereux. Oui, une pente dangereuse, donc une pente vraiment dangereuse parce que, et c'est aussi acté, je dirais, là c'est sur le terrain militaire, sur le terrain politique, mais c'est aussi important de le considérer sur le terrain médiatique, sur le terrain de l'opinion publique. Et sur le terrain de l'opinion publique, c'est la revue des conflits qui reprend, donc qui est une revue géopolitique sérieuse, bon je ne dis pas qui est plutôt pro-système globalement, je dirais, hein, mais qui a quand même des analyses qui sont profondes et qui n'essayent pas qui ne sont pas dans la propagande, je vous dirais, de bas étage, comme on peut la rencontrer sur BFM, sur les plateaux télé de LCI et autres. Eh bien, ils se reprennent, y compris dans ces revues sérieuses, ils commencent à reprendre, et un peu confidentiel, soyons, on n'est pas dans le monde, hein, donc, qui reprennent en définitive les éléments, le langage de la propagande générale. Hein. Et l'Europe notamment, là vous voyez par exemple, ils transforment l'Europe voulait la paix mais doit préparer la guerre, mais en définitive, on nous a vendu l'Europe comme étant la paix, et on voit que l'Europe, en fait, pas du tout. Avec cette union Europe et OTAN, c'est en définitive vraiment pour faire la guerre. Et toutes ces déclarations vont là-dedans. Et les plus europhiles, les Van der Leyen, les Philippe, là, ils sont avec le gars de l'OTAN, là, le Stoltenberg, et les écologistes, qui sont extrêmement europhiles, très proches de Macron, en définitive, sur ces points-là, c'est ceux-là qui sont le plus pour la guerre. La ministre allemande des Affaires étrangères, je le rappelle, est écologiste. Pire que le SPD, donc. Hein. Et puis, il y a aussi cette pente dangereuse qui est attestée de nouveau dans la revue des conflits, où là, on nous expose sur le Japon, où le Japon passe en mode guerre. Hein. Donc, c'est très inquiétant, vraiment une pente dangereuse. Et d'ailleurs, il y a un ancien Premier ministre japonais qui vient de déclarer que la Russie ne voyait pas la Russie perdre la guerre, parce qu'il ne la voyait pas, parce qu'il ne peut pas, c'est existentiel, elle ne peut pas la perdre. Et si elle était, moi je veux dire, même si elle était sur le point de la perdre,
La Chine ne peut pas se permettre que la Russie perde la guerre. Il y a d'autres pays qui sont concernés là-dedans. Vous voyez? Et donc, ils viendraient à la rescousse à un moment donné. Donc, et d'autres encore. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une pente tout à fait dangereuse, avec des gens qui sont puissants. Et il y a, ce qui est assez amusant, comme c'est vraiment parfois à front renversé, il y a quand même un peu de bon sens chez certaines personnes. Et là, pas forcément là où on l'attend le plus, là, c'est une déclaration, par exemple, de Petr Bistron, bon, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui est un député allemand de l'AfD, AfD qui est étiqueté extrême droite. Pourtant, c'est lui qui va... J'ai cité je le cite parce que on attendrait ça plutôt de gens qui seraient plutôt des pacifistes, hein, marqués pacifistes. On ne peut pas dire qu'ils soient marqués pacifistes, hein, généralement. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça que c'est présenté. Voilà ce qu'il dit. Des chars allemands contre la Russie, en Ukraine, vos grands-pères ont déjà essayé de le faire. À quoi cela a-t-il alors conduit? Des souffrances incroyables, des millions de morts, des deux côtés, et, en fin de compte, des chars russes à Berlin. La politique étrangère n'est pas l'envoi de chars, mais la diplomatie. C'est la recherche d'une décision commune, de la compréhension d'un compromis. C'est ce que proposait la Russie en décembre 2021, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, et qui a été balayé avec les moqueries et l'arrogance habituelle de ce qui s'appelle les Occidentaux qui se prennent pour des élites et qui n'en sont réellement pas. Alors là, on est bloqué au niveau Internet, là. Ça a l'air d'être complètement bloqué au niveau de la diffusion, donc on repostera toutes les vidéos. Hein, parce qu'effectivement, elle est longue, cette vidéo. Alors, mais le sujet, vous conviendrez, mérite toute notre attention. Alors, une pente dangereuse, oui, c'est aussi Noam Chomsky, philosophe, linguiste, vieil homme qui voit ce monde, en définitive, voit qu'il va vers l'abîme, puisqu'il parle d'une menace croissante de guerre nucléaire, c'est ce que nous avons évoqué à l'instant, tout au long de cette émission, mais également des menaces très graves et croissantes de destruction du climat et de l'environnement de manière plus générale, par la pollution, par la destruction des espèces, je ne sais plus si c'est la 5e ou la 6e extinction de masse des espèces, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et puis, la détérioration, ce qui est peut-être encore plus inquiétant, non, tout est inquiétant, mais c'est l'antidote qui est un petit peu défaillant aussi, c'est la détérioration aussi, ce qu'il appelle d'une arène de débat et de délibération rationnelle et sérieux. C'est-à-dire que, voilà, le sérieux, on vient de le voir, c'est quelqu'un étiqueté extrême droite, AfD, qui la porte en Allemagne. C'est les gens qui sont les plus rationnels et les plus sérieux. C'est grave. C'est grave. Puis le niveau des débats, il est affligeant. Il est affligeant. Mais en France particulièrement, hein. Mais pas qu'en France, puisque lui, il vit aux États-Unis, donc il constate les mêmes phénomènes. Et d'autre part, et également, en termes de contre-pouvoir, c'est l'effondrement, il appelle ça l'effondrement des forces démocratiques dans le monde. C'est-à-dire que les mouvements d'opposition, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à déboucher, et ils sont de plus en plus faibles. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation, une lobotomie générale, obsédée que les gens sont par cette petite boîte-là, qu'ils regardent sans arrêt, hein, ils sont obsédés par la boîte qui est là,
Et c'est tout. Et où les boîtes, quand ils rentrent chez eux, ils regardent des séries Netflix. Voilà ce qui est sans doute aussi également effrayant. Oui, nous sommes vraiment dans une situation très, très dangereuse. La barbarie est là, elle fonce, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Même le nombre de spectateurs aujourd'hui de cette émission est très significatif, si vous voulez. C'est ridicule. Il devrait y avoir des milliers de personnes qui regardent ça, qui vont dire « Mais attendez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Et pourquoi? Parce qu'il y a la distraction des peuples. Je viens d'en parler avec cette petite boîte-là. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Évidemment, il n'y a pas que ça pour la distraction des peuples. Parce qu'il y a déjà toujours et partout le même agenda. Ici, c'est Stoltenberg au forum de Davos qui vient d'avoir lieu, World Economic Forum, voilà, ou qui est peut-être même encore en cours, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, c'est le même agenda qui est dicté et qui s'applique partout. Hein, la même presse, les mêmes propagandes, partout, 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 les mêmes politiques. La guerre, mais également les attaques contre les retraites, hein, puisqu'on l'a en France, mais on l'a également, je crois que c'est en Lituanie, etc., etc. Toutes les mêmes recettes, partout, le même agenda, partout qui est en train de se dérouler. Des attaques contre les retraites avec la complicité des oppositions contre elles, hein, de la classe politique, je dirais, usuelle. Avec notamment, par exemple, là, la NUPES, là, les NIMPS, là, comme je les appelle, qui demandent un référendum sur la réforme des retraites. Hein. Donc une centaine de députés de l'Alliance de gauche ont déposé mardi une demande, là, mardi dernier, donc hier, une demande de référendum sur le projet de réforme de retraite. Celle-ci devrait être débattue le 6 février, mais l'initiative n'a presque aucune chance d'aboutir. Ah oui, forcément. Parce qu'ils proposent un truc, si vous voulez, mais les autres, ils ne veulent pas s'allier avec. Ils ne veulent pas dire, il faut bloquer cette réforme. Or, il y a Dupont-Aignan qui avait proposé ça le 17 janvier, hein, donc ça fait déjà plus d'une semaine. Oui, une semaine même, et très exactement. Donc, où il dit, ils vont essayer de faire passer la réforme des retraites par des 49.3 au travers d'un projet de loi de finances sur la sécurité sociale rectificatrice. Et pour faire un référendum d'initiative partagée, ça, on n'a pas le RIC, mais il y a au moins cette possibilité-là, et ça serait possible. Il y a 231 députés d'opposition. Il en faut 185 pour pouvoir imposer ce référendum. Vous ajoutez les NUPS, Dupont-Aignan et quelques autres, et le Rassemblement national, vous avez 231 députés, donc largement assez, même s'il y en a qui ont des réticences, pour faire que ce référendum d'initiative partagée ait lieu. Enfin, ait lieu. Il faut encore 4,5 millions de signatures. Mais ce ne serait pas impossible, parce que je pense que comme il y a une mobilisation importante des gens contre cette réforme, peut-être que ça serait possible d'atteindre ces 4,5 millions de personnes qui signeraient la pétition. Mais non, là je voyais, comment elle s'appelle, une femme de LFI, là, Bado, non c'est pas, un nom comme ça, qui est plutôt bien d'ailleurs, qui a plutôt un discours que j'aime bien habituellement. Et aujourd'hui là, elle ne veut pas serrer la main de Bardella. On ne lui demande pas de faire alliance, enfin là en l'occurrence on lui demanderait de faire alliance contre le projet des retraites, mais pas sur le reste du programme, mais c'est juste la politesse, ça s'appelle. Dire bonjour. Vous avez un animal, vous le caressez, vous lui dites bonjour. L'autre, c'est moins qu'un animal. Voilà le niveau politique. Quand on voit ce que dit Chomsky, voilà. Donc, et là, à la limite, la proposition de Dupont-Aignan, elle est intéressante, parce que lui, il n'est pas au Rassemblement national, c'est un gaulliste historique. Il pouvait faire ce pont, justement, en disant, on ne va pas se mettre sur... on peut comprendre pour des intérêts politiques, de boutique, que le Rassemblement national ne se mette pas derrière le truc de la NUPS ou de l'EFI, et que de l'autre côté, les filles ne se mettent pas derrière le truc du Rassemblement national. Mais là, Dupont-Aignan, quelque part, il se trouve à pouvoir faire le pont, ce fameux pont dont je parle si souvent, notamment pour la 4e voie. Il a la position en disant, non, lui, il est gaulliste. Eh bien, voilà.
Et puis en plus, il risque pas de leur faire de l'ombre, il est tout seul comme député de son parti à l'Assemblée nationale, donc d'ici qu'ils grossissent, c'est pas demain la veille, quoi. Voilà. Donc, il y aurait tout pour converger autour de sa proposition. Ben non, on préfère en faire une autre, diviser. Donc c'est vraiment une opposition contrôlée, une opposition de fatale, c'est une opposition qui est complice de ce système. On ne fera rien avec ces gens-là tant qu'ils seront dans cette démarche, et ils y resteront. Même s'ils changeaient demain. Et puis, cerise sur le gâteau, le débat politique, voilà qui anime le débat politique en France. Voilà le niveau où nous en sommes arrivés. Les amuseurs publics, c'est devenu un spectacle. Nous allons le payer cher, tout ça. Très cher. Très très cher. Enfin, au bout, il y a peut-être un espoir, justement, c'est la quatrième voie. Et là, cette quatrième voie, je vous le dis, l'idée fait et fera son chemin. Là, je viens de l'illustrer avec Dupont-Aignan. Quelque part, c'est un embryon. Ça serait déjà une première pierre déjà sur cette quatrième voie. C'est ce qui s'est passé dans la résistance contre l'occupant nazi. Hein. C'était ça. Hein. C'était une alliance dans la résistance et qui a donné le programme du CNR, les jours heureux quand même, qui nous a permis d'avoir un modèle social et un développement de notre pays tout à fait considérable. Et un bien-être important. Le baby-boom, c'est aussi grâce à ça. Et pourquoi ça fera son chemin? Parce que c'est le sens de l'histoire. C'est tout simplement le sens de l'histoire. Sinon, s'il y a une histoire, s'il n'y a plus d'histoire, si c'est l'apocalypse, ce qui est tout à fait possible, hein, j'ai fait aussi une émission sur les conséquences qu'aurait une guerre nucléaire. Ne rêvez pas d'en sortir. Hein. Ne rêvez pas d'en sortir. On n'en sortira pas. J'ai fait, j'aurais pu la mettre là, mais voilà, s'il y a une histoire, c'est la seule voie possible, raisonnable. Et il y en a des prémices, il y en a des germes. Mais évidemment, ça ne se fera pas tout seul. C'est l'homme qui fait sa vie, qui dirige son destin. Le destin, il ne se fait pas de lui-même. Il y a des attracteurs, il y a des tendances, il y a des choses, mais si on n'agit pas pour que les choses se passent, ben, il ne se passe rien. Hein? Si vous ne sortez pas de chez vous pour rencontrer une fille et vous marier, enfin, admettons, bien, vous restez chez vous et il ne se passera jamais rien. Sortir de chez vous, ou même pas via l'Internet, si on va par là. Mais à un moment donné, il faut bien vous rencontrer en réel. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses ne sont pas toutes seules. Alors, voilà un exemple, une illustration de ça, de ce que ce chemin vers la quatrième voie commence à marcher. Et ce que je disais, rêvons un peu, hein, je le répète, l'émission de Noël, et puis celle de la nouvelle stratégie que j'ai exposée il y a 2 semaines, des mercredis de l'espoir. Bien, je vais donner l'exemple de Gengis Ziouganov, qui est le président du comité central du KPRF, c'est-à-dire c'est le parti communiste de la Fédération de Russie, le parti communiste russe. D'accord? Donc il est un parti d'opposition à Poutine. Et vous allez voir ce qu'il dit. Sans changement de cap, la Russie ne sortira pas de l'impasse. Parce que comme je l'expliquais, ils sont malgré tout dans une impasse. Même s'ils représentent plus d'avenir via un monde multipolaire, la Russie ou la Chine, que les USA, pour autant, ils sont quand même dans une impasse. Parce qu'ils n'ont pas de modèle de société. Ils ont des prémices, mais ils n'ont pas le modèle complet qui permet justement. Parce qu'il est important ce modèle complet. Parce qu'il ne peut pas intervenir comme ça. C'est toute la différence entre la troisième et la quatrième voie, si vous voulez. La troisième voie, c'est presque Macron. Macron, ce serait une incarnation de la troisième voie. Mais cette troisième voie, bien souvent, elle a besoin d'un pouvoir fort et qui est souvent renversé, comme ça s'est passé au Chili avec Perón, en Argentine avec Perón, ou en France avec De Gaulle, qui a été renversé également, parce qu'il était sur cette troisième voie. La troisième voie, c'est une troisième voie plus, qui est une voie d'alliance de classe,
Ça ne marche pas, ce n'est pas viable. Parce qu'elle ne détruit pas le capitalisme. Il faut détruire le capitalisme. Vous ne pouvez pas. Il faut détruire le grand capital. Si vous ne détruisez pas le grand capital, ce n'est pas possible. Et c'est ça toute la différence, une des différences principales de la quatrième voie, justement. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre également, Zyuganov? Eh bien, il nous dit, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Le président, Poutine, a déclaré sans embâche que le capitalisme était dans l'impasse, qu'il n'était pas rationnel. Mais maintenant, nous devons construire une nouvelle vie. Et elle est impensable sans la justice, l'amitié et le patriotisme. Le virage à gauche est donc inévitable. Donc le virage à gauche du point de vue d'une politique plutôt de droite de Poutine. Hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est tout à fait intéressant quand même. Hein, donc c'est le dirigeant du Parti communiste russe. C'est-à-dire ça. C'est un peu le discours que je tiens. Enfin, il y a des éléments très communs, très communs, et on va encore le revoir là. Sans un virage vers la nouvelle voie, sans justice et amitié entre les peuples, sans socialisme rénové, donc lui il appelle ça comme ça, hein, la Russie ne sortira pas de cette impasse. Tout le monde l'a déjà compris. C'est pourquoi vous devez aider et soutenir pour mettre en œuvre nos programmes. Ils sont honnêtes, consciencieux et créatifs et possèdent une grande profondeur et une perspective historique. J'aurais presque pas pu dire mieux, sauf sur... Alors, socialisme rénové, il faut savoir ce que ça veut dire, socialisme rénové, mais voilà, on est complètement là-dedans. C'est le secrétaire général, c'est le deuxième parti, c'est le parti d'opposition principal en Russie. Hein. La Russie unique est le parti de Poutine, et la première force d'opposition, c'est pas tous les gogols qui vous racontent, première force d'opposition avec, je crois qu'ils ont fait 26% aux dernières élections, c'est pas rien, c'est le Parti communiste russe. Hein. C'est le président du parti qui dit ça. Intéressant. Donc c'est pas, voilà, c'est peut-être déconnant, on dit en France, c'est très marginal et très extrêmement groupusculaire, je dirais, mais étonnant, non? Enfin, tout cela doit nous donner quand même du baume au cœur pour passer à l'initiative, pour vous inscrire sur le site de 1P6R, rejoindre et travailler et concrétiser justement à cette quatrième voie, ce que je m'engage à faire dans la nouvelle stratégie définie donc le mercredi 11 janvier 2023. Donc je vous invite à revoir cette vidéo si vous l'avez déjà fait, à venir participer à nos réunions de jeudi soir à 21h. Donc voilà le lien Jitsi, il n'y a pas besoin d'inscription à l'avance, vous venez quand vous voulez, vous venez comme vous êtes, nous sommes des gens tout à fait sympathiques et sans prévenance. Je sais qu'il y a un grand découragement actuellement dans la résistance, mais bon, voilà, il faut tenir malgré tout, il faut résister, justement, dans ces périodes plus ou moins faciles, et ça, c'est important. Il y aura aussi une émission, alors, c'est un peu improvisé, attendez, excusez-moi, ça sera quand? Il y aura une émission qui est organisée par le Front médiatique également, qui aura lieu le dimanche 5 février. Donc, le dimanche 5 février, il y aura une émission à laquelle je vais participer sur le thème « Agir ensemble avec des certitudes différentes ». Et donc, voilà, c'est tout le problème de la résistance qui n'arrive pas à se rassembler, hein, à s'unifier. C'est pas souhaitable de s'unifier d'ailleurs. Moi, je pense que c'est pas du tout souhaitable. Mais au moins à se rassembler autour d'actions et de causes communes. On a des idées, enfin, ça fait déjà plusieurs années qu'on a des idées, mais on a encore de nouvelles idées à proposer justement, et ça sera l'occasion d'en discuter lors de cette émission, organisée donc par le Front médiatique d'Aquina, et en l'occurrence Bruno Martin-Vallas également. Voilà, après, voilà, je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire sur le site 1P6R,
lire les manifestes émergence, diffuser les mini-cartes. Allez également sur le site du renouvellement constitutionnel pour aller plus loin, sur le site Recours Constitution aussi, pour participer, pour signer la pétition Recours Constitution, pour nous aider, pour adhérer à l'association et pour populariser cette initiative qui est sur un autre plan, mais qui peut être aussi tout à fait, parfois, ça peut être une petite bombe, cette histoire de faire exploser le système de parrainage. Parfois, c'est par un trou de souris que l'on passe en politique. Tout peut arriver. Voilà, nous arrivons finalement au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Une émission certes un peu longue, mais vous comprenez que les enjeux et la situation est suffisamment grave et critique pour y consacrer du temps. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.